Bonjour à tous ou à toi, tout seul, qui regarde cette vidéo derrière ton ordinateur. Nous allons maintenant faire une immersion dans la partie de la méthodologie qui consiste à analyser la contribution de la chaîne de valeur à la croissance économique. Cette vidéo, elle est complémentaire à la lecture du document méthodologique Vici-Fodi. Je ne vais insister ici que sur certains points délicats de l'analyse. Elle ne se substitue donc pas à la lecture attentive de la note méthodologique qu'il vaudrait mieux avoir faite avant de visionner la vidéo. Les points que je vais développer ici sont les suivants: la construction des comptes de production-exploitation, la consolidation des comptes de la chaîne de valeur, le calcul des effets, le calcul des balances au niveau de l'économie nationale, le calcul des indicateurs de viabilité dans l'économie internationale et enfin l'utilisation du logiciel AFA pour l'analyse économique. La construction des comptes de production-exploitation, c'est vraiment l'étape de base de toute l'analyse économique. Une fois que la typologie des acteurs aura été faite dans l'analyse fonctionnelle, l'économiste doit élaborer un compte de production-exploitation moyen pour un acteur de chaque type. Les comptes de production-exploitation, les CPE, permettent de calculer le résultat d'exploitation de l'acteur. Très important, ces comptes doivent être construits à partir des flux réels de chaque acteur, qui doivent être valorisés au prix réel de marché, c'est-à-dire au prix utilisé pour la transaction. Par exemple, les prix payés pour l'achat d'intrants ou la rémunération de la main-d'œuvre. Ou bien correspondant à ceux du marché dans le cas de flux en nature. Par exemple, estimation de la valeur des repas fournis à la main-d'œuvre. Une exception est faite pour l'autoconsommation du produit par les exploitations agricoles qui ne correspondent pas à un flux financier réel, mais qu'il faut estimer et ne pas se limiter aux seules ventes. Une convention importante, la main-d'œuvre familiale ne doit pas être valorisée dans le compte puisqu'il n'y a pas de rémunération réelle. Il ne faut pas utiliser de coût d'opportunité du travail dans les comptes. J'insiste là-dessus car ça ne correspond pas toujours aux pratiques habituelles des experts. On considère à Vici-Fodi que c'est le résultat d'exploitation qui est le solde du compte d'acteur qui mesure le bénéfice réel de l'exploitation et informe donc sur la rémunération exacte de la main-d'œuvre familiale. Voici la structure d'un compte de production-exploitation. À droite, en ressources, on a la valeur de la production, qui est donc composée des ventes du produit dans ses différentes formes et éventuellement des sous-produits, de l'autoconsommation, estimée en général à partir de la valeur unitaire des ventes, et de la variation des stocks si nécessaire. En effet, parfois, certains acteurs vendent moins qu'ils ne produisent certaines années, car ils stockent, ou l'inverse, car ils déstockent. On a aussi en ressources les subventions d'exploitation que l'État peut verser à certains acteurs. À gauche du CPE, on a tous les coûts, les dépenses effectuées, l'achat de biens et de services, les salaires et autres rémunérations versées, éventuellement les loyers de la terre et les royalties payées aux propriétaires, les frais financiers payés aux banques et aux assurances, les taxes payées à l'État. La différence entre les ressources et les dépenses donne le résultat d'exploitation. On peut calculer le résultat d'exploitation brut ou net. Net, c'est-à-dire en enlevant l'amortissement des équipements. Le résultat d'exploitation net doit être estimé uniquement si le calcul de l'amortissement des équipements est substantiel et l'information disponible. Si vous calculez l'amortissement, attention de considérer uniquement la part liée à l'activité dans la chaîne de valeur. En effet, ces CPE concernent seulement l'activité des acteurs dans la chaîne de valeur et le résultat d'exploitation calculé, qu'il soit un gain ou une perte, ne reflète pas le résultat d'exploitation de l'ensemble des activités de l'acteur. Il en sera d'autant plus éloigné que l'activité de l'acteur dans la chaîne de valeur sera marginale plutôt que substantielle.
Attention, le logiciel AFA dont je parlerai plus loin n'oblige pas à construire un compte pour un acteur de chaque type. Cela dépend du volume de production pour lequel vous élaborez les budgets d'opération. Budget d'opération selon la terminologie AFA. Mais si vous construisez avec AFA des budgets correspondant au volume produit par un acteur de chaque type, vous aurez de fait les comptes souhaités. Autre précision par rapport à AFA, vous verrez, vous avez vu, que l'on peut quantifier le volume de la main-d'œuvre familiale dans les budgets d'opération. Nous vous encourageons à le faire, mais il faut lui donner une valeur nulle pour les raisons que je viens d'évoquer. Par contre, le fait de quantifier le volume de travail familial permettra à AFA de mesurer plus précisément les emplois dans la chaîne de valeur. Pas seulement l'emploi salarié via la masse salariale, mais aussi l'emploi familial via le volume de travail fourni par le chef d'exploitation et sa famille. Vous voyez que les éléments de dépenses dans le CPE sont organisés en fonction de ceux qui correspondent à des consommations intermédiaires, c'est-à-dire des biens et services qui sont détruits ou transformés pendant le processus de production, par exemple les semences, l'énergie, les emballages, le transport, et ceux qui correspondent à de la valeur ajoutée, c'est-à-dire à de la création de richesses, par exemple le travail et les taxes. Cette classification des dépenses en consommation intermédiaire et valeur ajoutée est nécessaire aux étapes ultérieures de l'analyse économique. À noter que le loyer de la terre, les paiements pour travail saisonnier et les redevances pour vendre sur les marchés, postes de dépenses pour lesquels l'expert pourrait hésiter, doivent être considérés comme de la valeur ajoutée et pas comme des services intermédiaires. C'est une convention que nous appliquons dans toutes les études de façon à pouvoir les comparer entre elles. Ici, je vous montre une petite animation qui montre comment le résultat d'exploitation est déterminé par les éléments de ressources et de dépenses dans le compte. Donc, on a une production de 5 000. S'il n'y a pas de dépenses, évidemment, le résultat d'exploitation est de 5 000. Et au fur et à mesure d'éléments de coûts, de dépenses qui se rajoutent, le résultat d'exploitation va diminuer. Donc, si j'ai 200 de semences améliorées, je vais avoir un résultat de seulement 4 800. 500 de produits phytosanitaires, le résultat passe à 4 300. 100 d'emballage, il va passer à 4 200. Si je verse 2 000 de salaire, il va bien diminuer, passer à 2 200. Des frais financiers aux banques, il passe à 1 800. Des taxes aux institutions publiques à 1 500. Et si j'ai en ressources des subventions directes, ça va se rajouter, le résultat d'exploitation va passer à 2200. Je regroupe les éléments de consommation intermédiaire et puis les éléments de valeur ajoutée pour pouvoir continuer l'analyse. Voici une autre animation qui illustre la structure des comptes de production-exploitation et le calcul du revenu d'exploitation. Donc, j'ai un agriculteur, par exemple, de type 1. Voici la valeur de sa production. Il effectue un certain nombre de dépenses pour réaliser cette production, du fumier, des engrais, des produits phytosanitaires, des semences. Il paie un loyer pour la terre, il verse des salaires, des frais financiers, des taxes. Tout ça, ça constitue ses coûts. Et la différence entre la valeur de sa production et ses coûts, eh bien, c'est le résultat d'exploitation qui est positif. C'est un revenu et pas une perte d'exploitation dans ce cas. Pour le transformateur de type 1, c'est la même chose, donc la valeur de sa production. Une partie de ses coûts, ça va être le produit agricole de la chaîne de valeur qu'il va acheter aux agriculteurs, mais aussi de l'énergie, des produits chimiques, des salaires, des frais financiers, des taxes. Et la différence entre ses coûts et sa production, ça va être son résultat d'exploitation.
Même chose pour un commerçant de type X, par exemple, valeur de sa production. Une partie de ses charges, de ses dépenses, de ses coûts, ça va être le produit qu'il va acheter au transformateur, le produit de la chaîne de valeur. Ses autres dépenses, maintenance, carburant, emballage, salaire, frais financiers, taxes, et voici son résultat d'exploitation. Voici ici une représentation des CPE d'une chaîne de valeur très simplifiée, ramenée à l'échelle de la chaîne de valeur. En effet, vous constatez que la valeur de la production des acteurs qui se trouve le plus en aval de la chaîne de valeur, ici le plus à droite, plus on va vers la droite, est supérieure à celle des acteurs qui se trouvent en amont, puisqu'elle inclut la production des acteurs en amont sous forme de consommation intermédiaire. Par exemple, la production de riz paddy du riziculteur est une consommation intermédiaire pour le rizier, ou bien le riz décortiqué produit par le rizier est une consommation intermédiaire pour le détaillant. Je passe à un autre élément de difficulté qui est la consolidation des comptes de la chaîne de valeur. C'est un point aussi très important de l'analyse économique. L'idée étant de consolider l'ensemble des comptes de la chaîne de valeur, des acteurs de la chaîne de valeur, en un compte unique, le compte consolidé de la chaîne de valeur. Il s'agit de fusionner les CPE de tous les acteurs de la chaîne de valeur par type en un seul compte, regroupant tous les flux engendrés par la chaîne de valeur, afin d'évaluer l'impact de la chaîne de valeur sur les acteurs et sur l'économie. Voyons un petit exemple qui illustre la mécanique de consolidation des comptes à partir de 3 types d'acteurs pour une chaîne de valeur riz. Dans un compte de production-exploitation consolidée de la chaîne de valeur, en bas en rouge, on va avoir la production finale de la chaîne de valeur qui est valorisée au prix de consommation finale sur le marché domestique ou au prix FOB pour les exportations. Ici 2000 dans notre exemple simplifié. On va avoir la valeur ajoutée consolidée de la chaîne de valeur qui est la somme des valeurs ajoutées de tous les acteurs à toutes les étapes de la chaîne. Ici 400 pour les riziculteurs, 300 pour les riziers, 200 pour les détaillants, soit au total 900. Et puis les consommations intermédiaires consolidées qui vont couvrir uniquement les biens et services fournis aux acteurs directs de la chaîne de valeur par des agents extérieurs à la chaîne de valeur. Ici, 600 pour les riziculteurs, 200 pour les riziers, 300 pour les détaillants, soit au total 1100. Vous noterez donc, et ceci est très important et peut-être source d'erreur pour certains experts, vous noterez que le produit de la chaîne de valeur qui circule tout au long de la chaîne n'apparaît pas comme une consommation intermédiaire dans ce compte consolidé. Je passe maintenant au calcul des effets totaux. Alors, vous savez que la croissance dans un pays est mesurée par le PIB, c'est-à-dire la valeur ajoutée totale produite par la chaîne de valeur. Nous allons voir un peu plus loin ce qu'est la valeur ajoutée totale. Les importations, quant à elles représentent des pertes en devises pour l'économie nationale, puisque tout bien ou service qui est acheté sur le marché mondial représente un coût pour la balance des paiements et un manque à gagner pour la croissance par rapport à une situation où il serait produit dans le pays. Et c'est un gain, bien sûr, pour des économies étrangères. Donc, il faut d'abord se familiariser avec quelques concepts qui sont précisés ici. La valeur ajoutée directe, c'est la somme des valeurs ajoutées créées par les acteurs à l'intérieur des limites de la chaîne de valeur.
c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs, les commerçants. La valeur ajoutée indirecte, c'est la somme des valeurs ajoutées créées par les fournisseurs situés en dehors des limites de la chaîne de valeur. Donc les fournisseurs, comme les fournisseurs d'emballage, d'électricité ou de transport, par exemple. La valeur ajoutée totale, ça va être la somme de la valeur ajoutée directe et de la valeur ajoutée indirecte. On peut décomposer cette valeur ajoutée totale, hein, de la même façon qu'on peut le faire pour la valeur ajoutée directe et la valeur ajoutée indirecte. Ces différentes composantes, ce sont je l'ai déjà dit, ce sont les salaires et rémunérations, les loyers de la terre, les royalties, les frais financiers, les taxes sur les opérations, les résultats d'exploitation. Eh bien, on peut décomposer la valeur ajoutée totale en une partie directe, correspondant aux acteurs de la chaîne de valeur, et une partie indirecte, correspondant aux fournisseurs des consommations intermédiaires domestiques. Par exemple, on peut parler de salaires directs, hein, qui vont contribuer à la croissance économique, les salaires directs distribués par les transformateurs du produit de la chaîne de valeur, et on peut parler aussi de salaires indirects distribués par exemple par les sociétés qui produisent des emballages ou de l'énergie. Alors, on a la même chose au niveau des importations. Les importations directes, ça va être les importations de consommation intermédiaire qui résultent des activités des acteurs à l'intérieur des limites de la chaîne de valeur. Les importations indirectes, ça va être celles incorporées dans les biens et services intermédiaires fournis par les acteurs extérieurs à la chaîne de valeur. Et les importations totales, eh bien, ce sera les importations directes plus les importations indirectes. Alors, comment on calcule la valeur ajoutée indirecte et les importations indirectes? On peut utiliser, élaborer des comptes de fournisseurs. Par exemple, pour une chaîne de valeur aquacole, on peut élaborer des comptes de producteurs d'aliments pour poissons ou bien des comptes de producteurs d'alevins. On peut utiliser aussi des comptes nationaux lorsqu'ils sont facilement accessibles, comme les comptes de branche entrée-sortie de la comptabilité nationale, à récupérer en général au niveau du ministère des Finances. On peut utiliser aussi des travaux de la Banque mondiale ou de l'OCDE à l'échelle nationale, par exemple. Donc on va utiliser ces coefficients, ces structures de comptes, qu'on les ait constituées soi-même ou bien qu'on ait utilisé la comptabilité nationale. On va les utiliser, bien sûr, au prorata des dépenses effectuées par les acteurs de la chaîne de valeur auprès de leurs fournisseurs. Alors, une précision importante, c'est que ce calcul de valeur ajoutée indirecte et d'importation indirecte n'est à faire que pour les principales consommations intermédiaires, c'est-à-dire celles qui constituent une part substantielle de la valeur totale de la production, pour ne pas perdre de temps sans améliorer significativement l'ordre de grandeur des résultats. Donc la matrice AFA qui correspond à la répartition des consommations intermédiaires domestiques dans ses composantes indirectes n'a pas à être complètement remplie. Au total, la production de la chaîne de valeur, pour récapituler l'ensemble, elle peut être ventilée en importation directe, consommation intermédiaire domestique et valeur ajoutée directe, valeur ajoutée des acteurs de la chaîne de valeur. Les consommations intermédiaires domestiques, elles peuvent être ventilées en importation directe et valeur ajoutée des fournisseurs, c'est-à-dire la valeur ajoutée indirecte. Normalement, si on avait plus de temps et d'informations, on pourrait faire plusieurs itérations jusqu'à disparition des consommations intermédiaires domestiques, hein, puisqu'il n'y aurait plus rien à ventiler.
mais on ne demande pas une telle précision dans les études VCFOD. Alors, le total de la valeur ajoutée directe et de la valeur ajoutée indirecte, vous voyez, ça donne la valeur ajoutée totale. Même chose pour le total des importations directes et des importations indirectes qui donnent les importations totales. On voit bien sur le graphique l'intérêt de calculer la valeur ajoutée indirecte qui augmente de plus de 50% la contribution de la chaîne de valeur à la croissance économique dans cette illustration par rapport à un calcul qui aurait seulement porté sur la valeur ajoutée directe. À partir de là, on a tout ce qu'il faut pour analyser à qui bénéficie la croissance économique générée par la filière. Les revenus distribués qui composent la valeur ajoutée vont bénéficier potentiellement à un grand nombre d'acteurs. Les acteurs de la filière, bien sûr, hein, les acteurs directs, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, mais aussi la main-d'œuvre, les banques, l'État, les propriétaires terriens, les fournisseurs, comme on l'a vu aussi. Mais ça va faire l'objet de l'inclusion, de l'analyse de l'inclusion et donc d'une autre présentation, d'une autre vidéo. Je passe à un autre point de difficulté qui est le calcul des soldes au niveau de l'économie nationale. Alors, parmi les indicateurs à calculer pour analyser les effets de la chaîne de valeur, il y en a deux qui sont plus difficiles à comprendre par certains experts. En général, les experts n'ont pas de problème avec la contribution de la chaîne de valeur au PIB ou avec le taux d'intégration dans l'économie nationale, ces indicateurs-là. Mais la contribution de la chaîne de valeur aux finances publiques et à la balance commerciale est plus problématique. Ces deux indicateurs, ce sont des soldes, des balances, des différences entre plusieurs valeurs. L'un de ces indicateurs, c'est donc le solde pour les dépenses publiques. Là, il va s'agir de calculer la différence entre les recettes publiques, que constituent les taxes totales, et les dépenses publiques, que constituent les subventions et d'autres charges publiques. Par exemple, la partie annuelle de dépenses pour des infrastructures publiques qui vont bénéficier à la chaîne de valeur. Ça peut être considéré comme une partie des dépenses publiques. Et on va ajouter d'éventuels résultats d'exploitation d'entreprises publiques qui opèrent dans la chaîne de valeur. Alors, si je vous montre une petite animation, donc là, on a les taxes, les subventions, les revenus d'exploitation, exemple très simplifié. Donc, je fais la différence entre les taxes et les subventions. Et puis, je rajoute les revenus d'exploitation. Et donc ça, c'est le solde pour les finances publiques imputable à ma chaîne de valeur. En général, ce sont des recettes et des dépenses pour le budget de l'État que l'on considère, mais on peut tenir compte aussi de recettes et de dépenses pour les collectivités territoriales dans ce calcul. L'autre indicateur, c'est le solde de la balance commerciale de la chaîne de valeur. L'importation de consommation intermédiaire représente des pertes de devises pour l'économie nationale, alors que les exportations de la chaîne de valeur, le cas échéant, apportent des gains en devises. Et donc la différence entre les deux, ça va être la balance commerciale de la chaîne de valeur. Donc petite animation. Voilà, je fais la différence entre les deux. Je passe maintenant au calcul des indicateurs de viabilité dans l'économie internationale. C'est vraiment une partie de l'analyse économique qui peut poser problème aussi aux experts quand ils ne sont pas familiarisés avec le référentiel dont découle cette partie de l'analyse économique. Cette partie de l'analyse va consister à mesurer et à analyser des indicateurs en
remplaçant, en substituant certains prix de marché des facteurs de production dans le pays par des prix théoriques qui vont mieux refléter leur état de rareté, leur productivité et leur valeur pour la collectivité. Alors là, on change complètement, je dirais, de planète économique. Vous avez compris que le référentiel derrière le calcul des effets totaux dans l'économie nationale est plutôt nationaliste dans le sens où il vise à privilégier la production domestique puisque les importations sont considérées comme une perte pour l'économie nationale. On est ici proche d'un référentiel plutôt libéral, en ligne avec la théorie des avantages comparatifs, ouvert sur les échanges à l'échelle mondiale. Et c'est vraiment le croisement de ces différentes perspectives qui enrichit l'analyse économique de la chaîne de valeur. Alors, un peu de théorie, rapidement. Dans une économie dite efficace, ce sont les prix qui permettent l'allocation des ressources, des facteurs de production de la façon la plus satisfaisante efficiente pour la société. Donc les prix sont censés refléter l'état de rareté des ressources dans ce monde idéal représenté par la courbe de l'offre les courbes de l'offre et de la demande. Mais souvent, les prix de marché ne jouent pas ce rôle de régulation parce qu'il y a des distorsions dans l'économie, parce qu'il y a des interventions qui peuvent être assez importantes de la part de l'État. Il peut y avoir peu de concurrence, des situations de monopole, d'oligopole, de l'asymétrie d'information, notamment par rapport au prix. Donc des interventions de plusieurs natures de la part du gouvernement, comme des taxes, des subventions, une surévaluation ou une sous-évaluation du taux de change, plusieurs types de mesures de régulation, des quotas, etc. Donc l'allocation des ressources par les acteurs de la chaîne de valeur n'est plus efficace, hein. Les prix ne peuvent plus jouer leur rôle et il faudrait corriger ces distorsions en utilisant des prix théoriques, des prix de référence pour vérifier si les ressources sont efficacement allouées. Alors je ferme maintenant cette parenthèse théorique qui est là seulement pour faire un peu comprendre la logique derrière cette partie de l'analyse, mais que nous mobilisons finalement que très partiellement à Vichy-Foddy. Alors si je reviens à Vichy-Foddy, on va mesurer des indicateurs de viabilité qui permettent d'analyser la compétitivité, la viabilité de la chaîne de valeur dans l'économie nationale. C'est important d'analyser la viabilité de la chaîne de valeur dans l'économie globale parce que tous les pays font partie de cette économie mondiale et donc à ce titre les produits domestiques, même s'ils ne sont pas exportés, sont en concurrence avec les produits disponibles sur le marché mondial. Et c'est la même chose pour les biens et services, pas seulement pour la production, pour les biens et services utilisés. Donc, mesurer la différence entre les biens et services produits et consommés par la chaîne de valeur en utilisant des prix internationaux, eh bien, ça va donner une information, une indication du gain économique global ou de la perte pour l'économie nationale. Et ça donne aussi une information sur la compétitivité internationale de la chaîne de valeur. Alors on utilise les prix internationaux parce qu'ils sont supposés se rapprocher le mieux d'une situation concurrentielle, une situation qui serait sans distorsion et sans intervention de l'État. Pour calculer ces indicateurs, à Vichy-Foddy, on va se limiter à donner un prix de parité, un prix international,
aux biens échangeables, c'est-à-dire aux produits de la chaîne de valeur et aux biens et services intermédiaires. Alors bien sûr, ce prix est donné à toute la production, qu'elle soit exportée ou pas, et à toutes les consommations intermédiaires, qu'elles soient importées ou pas. Par contre, on va conserver les prix financiers, les prix de marché pour les autres facteurs de production domestiques non échangeables, hein, les facteurs domestiques, le travail, la terre, le capital, le taux de change aussi, on le laisse inchangé dans l'analyse. Alors une des raisons à cela, hein, le fait qu'on utilise seulement des prix internationaux de parité pour la production et pour les consommations intermédiaires, et pas pour les autres facteurs de production, c'est que les spécialistes ne s'entendent pas pour donner des prix de référence ou des prix économiques à ces autres facteurs de production, et aussi que l'on souhaite rester au plus près des flux réels, comme expliqué dans l'analyse financière en début de présentation. Alors ce qu'on fait aussi, bien sûr, c'est qu'on élimine les transferts entre acteurs qui ne correspondent pas à une création de richesse. On va éliminer les taxes, les subventions, les loyers de la terre et les flux financiers. J'ai parlé de prix de parité. On utilise des prix internationaux, des prix de parité, c'est-à-dire qu'on va considérer des prix au même stade de la chaîne de valeur, à des points de parité, hein, pour que les prix internationaux puissent être comparés aux prix dans le pays. Il ne s'agit pas de comparer, par exemple, un prix de marché Borchamp à un prix international à la frontière du pays. Il faut tenir compte des coûts d'acheminement. Le prix de parité peut être le prix à la frontière du pays ou bien le prix Borchamp. Mais dans les deux cas, il faut qu'on compare au même endroit de la chaîne de valeur. Le prix international, il doit être vu comme un prix alternatif au prix domestique. Alors, une animation qui vise à mieux faire comprendre la logique de cette analyse. Donc là, j'ai la valeur de ma production au prix nationaux, prix domestique, prix de marché à l'intérieur du pays, et puis ces différentes composantes. Alors, on va d'abord annuler les transferts, donc ce qu'on considère comme transferts, les subventions, les frais financiers et puis les taxes. Et puis, je vais donner un prix international aux biens échangeables, à certains biens échangeables, dans le cas où le prix international serait supérieur ou inférieur au prix domestique, au prix de marché. Alors, je peux... Voilà. Le prix du carburant, son prix international est plus faible que le prix de marché dans le pays, hein. Le carburant, on peut imaginer qu'il est fortement taxé, donc je lui donne son prix international. Pour les produits phytosanitaires, hein, et puis l'engrais, c'est le contraire. Ce sont des produits qui sont subventionnés dans le pays et donc le prix international est plus important que le prix de marché. Pour l'énergie, c'est un peu la même chose que pour le carburant, hein. C'est un prix international qui est plus faible que le prix de marché puisque l'énergie est taxée. Voilà, donc je reconstitue le compte de ma chaîne de valeur à partir des nouveaux prix, hein, des prix internationaux pour les facteurs pour lesquels j'ai transformé les prix de marché en prix internationaux. Donc voilà, je fais ma petite cuisine. Je remets tous mes produits évalués, estimés aux prix internationaux quand c'est opportun. À droite, voilà. J'empile tout ça. Les salaires vont rester à leur niveau puisque je considère que je ne donne pas de prix de référence au travail.
et mon nouveau revenu d'exploitation va être la différence entre ma production estimée au prix international. Vous voyez que le prix international du produit de la chaîne de valeur est inférieur à son prix domestique. Euh, et les différents éléments qui constituent le compte, mais estimés au prix de parité internationale. Alors, une fois effectué ce travail de valorisation des biens et des services échangeables par des prix internationaux et d'élimination des transferts, on peut passer au calcul des indicateurs de viabilité et de compétitivité de la chaîne de valeur dans l'économie globale. Alors, je vais avoir mon premier indicateur, c'est le coefficient de protection nominale, ou CPN, qui va mesurer la compétitivité internationale. Il va comparer les prix domestiques et internationaux du produit ou des produits de la chaîne de valeur. Si le CPN est supérieur à 1, ça va vouloir dire que la valeur domestique du produit est supérieure au prix du marché est supérieur au prix du marché international. Cela veut dire que la rémunération globale de la chaîne de valeur est plus élevée que celle qu'elle aurait en appliquant le prix de parité international. D'une certaine façon, le marché domestique est protégé et le produit de la chaîne de valeur n'est pas compétitif par rapport à des produits internationaux similaires. On peut mesurer aussi le coefficient de protection effective, je n'ai pas fait figurer sur ce slide, le CPE, le coefficient de protection effective, le CPE, qui informe, lui, sur l'impact des politiques, pas seulement sur les prix du produit, mais aussi sur le prix des biens et services intermédiaires échangeables. Et vous trouverez la formule, je crois, dans le document méthodologique. L'autre ratio important, c'est le coût en ressources domestiques internes, le CRI ou CRD comme coût en ressources domestiques, qui donne une indication du gain ou de la perte économique globale pour l'économie nationale générée par la chaîne de valeur. Il va mesurer la valeur des facteurs domestiques nécessaires pour gagner une unité de devise. Il renseigne sur la viabilité et donc sur la durabilité de la chaîne de valeur. Le CRI, il compare deux choses. Il compare le coût interne réel pour l'économie issu de la rémunération réelle des facteurs domestiques non échangeables, comme la main-d'œuvre, le capital, la terre, les biens environnementaux peuvent rentrer dans ce calcul. Donc, ces facteurs domestiques non échangeables mobilisés dans la chaîne de valeur, et il compare ce coût à la valeur nette créée au sein de l'économie, estimée en utilisant les prix de parité internationaux pour les consommations intermédiaires et la production, c'est-à-dire du point de vue de l'opportunité offerte par les marchés internationaux. Alors, quand on a un CRI inférieur à 1, c'est-à-dire que le numérateur est inférieur au dénominateur, ça signifie que la chaîne de valeur est viable dans l'économie mondiale, puisque la valeur des facteurs domestiques qui sont consommés est inférieure à la valeur économique qu'ils permettent de produire, du point de vue des marchés internationaux et compte tenu du niveau actuel de la rémunération des facteurs domestiques. Alors attention quand même à l'interprétation de ces indicateurs. Cette méthode, elle vise à localiser et à faire prendre conscience de la mauvaise allocation des ressources dissimulée par l'effet de l'intervention publique. Elle a pour but d'informer sur la façon dont on pourrait améliorer les résultats économiques de la filière, améliorer la productivité, innover, etc. Mais elle ne doit pas être utilisée pour éliminer toute politique des prix, prôner le libéralisme total. L'État doit continuer à jouer un rôle de pilotage dans l'orientation du développement agricole. Alors, dernier point de ma présentation, c'est le logiciel AFA, l'utilisation du logiciel AFA pour l'analyse économique.
Donc vous savez que les calculs économiques peuvent être, effectués, à l'aide de feuilles de calcul ou d'un logiciel tel que AFA, Agri-Food Chain Analysis, développé par le CIRAD. L'utilisation de AFA n'est pas obligatoire, mais permet quand même que tous les experts travaillent de la même façon et facilite la comparaison des études. Donc nous vous encourageons vivement à utiliser AFA. Le logiciel AFA facilite l'organisation systématique des données à la fois physiques et économiques. Il garantit la cohérence, telle que l'équilibre entre les approvisionnements physiques des produits et leurs utilisations, ou celle du système des prix utilisé aussi. Il calcule automatiquement les indicateurs de rentabilité financière des acteurs, la valeur ajoutée, la durabilité au sein de l'économie internationale. Il permet de stocker des données en tant que système d'information. Une formation initiale est nécessaire pour l'utiliser et cette formation, elle est proposée à tous les experts économistes qui font une étude Vici-Fodi. Alors ici, c'est une représentation de la logique de structuration de l'information avec le logiciel AFA, qui permet de mesurer, à mon sens, de façon assez ingénieuse, deux données qui sont habituellement mal connues et difficiles à reconstituer dans les analyses de chaînes de valeur. C'est le volume des flux et le nombre d'acteurs. Le logiciel va déduire les flux de produits qui vont générer la valeur ajoutée. Il va les déduire à partir des volumes de production initiaux qui sont généralement disponibles au niveau des statistiques agricoles et des pourcentages de vente à partir de chaque type d'acteur. Et ça, c'est une information qu'on peut recueillir souvent par enquête. Le logiciel, il va déduire aussi le nombre d'acteurs dans l'économie nationale en divisant les volumes de flux par la taille des opérations des acteurs. Alors, AFA sert à réaliser les calculs demandés par Vici-Fodi. Il est accompagné d'un mode d'emploi, d'un guideline, mais attention, AFA permet aussi d'effectuer des calculs au-delà des seuls besoins de Vici-Fodi parce qu'il est utilisé dans d'autres circonstances, dans d'autres sphères. Il convient donc d'être bien attentive à ce qu'exige la méthodologie, au risque de mal utiliser son temps d'expertise et de produire une analyse qui ne sera pas comparable aussi à d'autres études. Donc, en fin de présentation, je voudrais dire qu'au final, dans sa dimension analyse économique, la méthodologie Vici-Fodi combine plusieurs méthodes et référentiels existants, vous l'avez vu, mais elle prend vraiment le meilleur de chacun sans exiger un développement méthodologique complet de chacun d'eux. Et c'est vraiment cette chose qu'il faut arriver à gérer quand on fait une analyse économique d'une étude Vici-Fodi, c'est qu'il faut arriver à bien dimensionner son analyse de façon à ne pas perdre de temps, comme je le disais tout à l'heure, à collecter des informations qui ne vont pas améliorer de façon conséquente la qualité des résultats. Donc c'est ce dosage, niveau de détail exigé, collecte de l'information qu'il faut réussir pour produire une étude qui sera à la fois utile aux décideurs et produite dans le temps imparti parce que la fenêtre d'opportunité pour que cette étude soit utile n'est pas très large. Et donc, il vaut mieux une étude basée sur des ordres de grandeur plutôt que sur des résultats très détaillés, mais ordre de grandeur produit dans un temps
qui permettra aux décideurs de pouvoir faire un bon usage de ces connaissances produites par les chercheurs.